Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir pour cette conférence en ligne sur les poissons du Léman sont-ils en danger? Avec ce soir Chloé Goulon qui nous parlera de tout ça. On va la présenter un peu plus tard. Donc cette conférence s'inscrit dans le projet Lémanscope que je vous reparlerai tout à l'heure. Je vous l'ai dit ce soir, notre invité du jour, c'est Chloé Goulon. Les poissons sont-ils en danger? Donc, petit contexte, je vous l'ai dit, ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre du projet Lemanscope, un projet en partenariat avec l'EPFL, l'Université de Lausanne, Léa Vague et l'ASL, un projet de sciences participatives, une grande collaboration sur 18 mois qui aujourd'hui implique quelques 600 bénévoles pour plus de 2400 mesures de la couleur de l'eau et de la transparence de l'eau. Vous avez plein d'informations sur notre site, je ne vais pas m'étaler plus ici. On rentre dans le vif du sujet, petite introduction. Euh, Comme vous le voyez sur cette image, hein, les eaux douces sur Terre ne représentent que 1% des habitats aquatiques et pourtant plus de 50% des espèces connues sont dans ces milieux aquatiques d'eau douce qui nous intéressent ce soir. Je vous ai parlé de Chloé, Chloé Goulon qu'on accueille ce soir et qui se présentera bien mieux que moi. Je ne la Mhm. présenterai. Donc Chloé, la parole est à toi. Ok, bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis ingénieure d'études. Je travaille au sein de l'Institut national de recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Donc, il y a un institut de recherche français. Et plus précisément, au sein d'une unité de recherche qui s'appelle Cartel, qui est spécialisée sur les milieux lacustres et qui a un partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je suis localisée sur les rives françaises du lac, à Thonon-les-Bains. J'ai une formation en écologie des milieux aquatiques ma profession, dans le cadre de ma profession, j'étudie les poissons lacustres, d'où le jeu de mots poisson. Merci Adrien. Parmi mes poissons, c'est voilà, passer du temps dans la nature. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que nature fait quand même la distinction entre l'homme et l'écosystème. Donc, moi, j'aime bien vraiment intégrer l'homme dans cet écosystème. Voilà, passer du temps dans la nature, la randonnée, d'autres activités en lien avec la nature. Et comme citation, j'ai choisi celle de Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde, parce que voilà, c'est une citation qui me permet d'être optimiste dans dans le monde actuel, parce que voilà, dans le cadre de cette citation, ça fait appel à la responsabilité personnelle, et donc plutôt d'attendre que les autres ou que le monde change. On doit prendre l'initiative d'agir selon nos principes. Et puis, la notion aussi d'exemplarité, que nos actions et notre attitude influencent aussi l'entourage. Et puis, que des petits changements, que les grands changements commencent par des petits changements. Donc voilà, ça fait vraiment appel à pas mal de notions en fait qui nourrissent, qui me donnent la force, voilà, d'agir dans le cadre de mon travail. Je voulais vous en faire part. Merci Chloé. Merci Chloé. On rentre tout de suite dans le programme de ce soir. Donc on va parler des poissons du Léman, n'est-ce pas? Voir quelles sont les menaces qui pèsent sur cette faune piscicole, les impacts, et puis surtout quel avenir on peut prévoir pour cette faune piscicole. Les poissons du Léman, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Chloé, sur ces poissons qu'on entend tant parler, qu'on voit souvent dans nos assiettes, pas assez au bord du lac? Du coup, la parole est à toi, Chloé. Très bien. Ah, parfait. Tout d'abord, les poissons, ils jouent un rôle important dans l'écosystème. On peut les considérer comme top prédateurs. Moi, je vais parler plutôt de réseaux trophiques plutôt que de chaînes alimentaires, hein, puisque ça forme un réseau.
Et ces poissons vont réguler en fait ce réseau trophique. Et donc, ça veut dire que voilà, leurs conditions, enfin, dépend en fait voilà, de ces caractéristiques environnementales. Ils sont très sensibles par rapport aux caractéristiques environnementales. Et notamment, ils sont ectothermes. Donc ça, c'est important de le noter, c'est-à-dire que leur température dépend de celle du milieu. Et donc, ils vont être fortement influencés par les caractéristiques environnementales, notamment par leur trait d'histoire de vie, leur croissance, leur maturité et donc leur survie. Et ça va avoir des implications par rapport à l'abondance de la population et les communautés piscicoles au sens large. Et puis, ces caractéristiques environnementales vont aussi jouer un rôle dans voilà, leur comportement avec des changements de distribution verticale et horizontale en fonction de ses caractéristiques. Et donc, j'aime bien cette représentation où on peut voir sur la partie de droite un écosystème qui est en mauvaise santé, pollué, où on voit peu de végétaux voilà, aquatiques, peu de poissons, on voit du plastique, et un écosystème qui est en bonne santé et où on voit une diversité de populations de poissons. Et en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que lorsque les populations de poissons sont en bon état, ça indique un écosystème en bonne santé parce qu'ils sont très sensibles par rapport aux conditions environnementales. Et donc, comment on va étudier les poissons du lac? Donc, on a des suivis qui sont dépendants de la pêche. Donc là, on va se rendre, par exemple, chaque mois chez les pêcheurs professionnels pour prélever du matériel biologique, mesurer, peser les poissons. On a aussi des actions en sciences participatives avec une application smartphone pour la pêche amateur qui s'appelle Fishola. Et puis, on va complémenter ces suivis par des suivis qui sont indépendants de la pêche pour avoir accès aux populations de poissons dans leur entier, pas uniquement celles qui sont exploitées. Et donc, on a développé un drone équipé d'un échosondeur, donc par le système de type sonar. On fait des pêches scientifiques, on a des suivis de la reproduction. Lorsqu'on collecte des échantillons biologiques, on va les mettre en collection, ce qui permet d'avoir vraiment des données sur le long terme. Et donc, on peut faire appel à ces collections. Et puis, on a aussi au sein de notre laboratoire de recherche, donc on réalise des expérimentations, soit en laboratoire, soit dans le milieu naturel, pour essayer de mieux comprendre l'impact de phénomènes en particulier. Et donc, une discipline qui est très importante lorsqu'on étudie les poissons, c'est la sclérochronologie, qui est l'étude des traits d'histoire de vie des poissons à partir de leurs pièces osseuses. Et donc, plus précisément, on peut utiliser les écailles, hein, comme on voit ici. Et cette discipline présente des similarités à la dendrochronologie, euh, qui est la même, enfin voilà, qui est une science similaire, mais à partir des cernes des arbres. Et donc, on peut déterminer l'âge des poissons à partir de ces pièces osseuses, puisque la croissance du poisson est ralentie en hiver, la croissance de l'écaille également. Donc, de par ceci, on peut compter les années à partir des écailles. Voilà. Et donc, on peut faire ceci aussi sur les vertèbres, les otolithes, les opercules. Donc, notamment, les opercules, c'est ce qu'on utilise pour déterminer l'âge des perches. Et donc, on n'a pas fait de quiz, mais ça aurait été, ça aurait pu être intéressant. Donc, Alors, voilà. Là, on voit une écaille de Corégone, appelée localement Ferra. Donc, on voit la première année, ce que tu peux faire apparaître voilà, la deuxième année. Et donc, ce poisson a un peu plus de 2 ans. Donc, on va dire que c'est un poisson de 2+, dans le langage halieutique. Donc, la communauté piscicole du Léman est diversifiée.
il y a 18 espèces indigènes. Bien sûr, comme a dit Adrien, ce chiffre, voilà, ça va vraiment dépendre des auteurs. Moi, j'ai choisi ce chiffre qui a été déterminé par Forel, le père de la limnologie, l'océanographie des lacs. Et on voit que parmi cette communauté, donc il y a ces espèces indigènes, mais il y a aussi 10 espèces qui ont été introduites. Donc, par exemple, comme le silure, le poisson-chat. Et donc là, je vais vous parler plus spécifiquement de certaines espèces. Le corégone. Est-ce que tu peux passer? Merci. Donc, il y a plus de 68 espèces à travers le monde. C'est donc ce sont des espèces très diversifiées. Et dans les lacs périalpins, il y a plus de 30 espèces qui ont été formées après la dernière période glaciaire. Donc là, on peut voir sur cette image une diversité en fait des espèces, mais on peut voir aussi que il y a des poissons qui sont grisés puisqu'il y a un certain nombre d'espèces présentes dans les lacs suisses qui ont disparu du fait de plusieurs facteurs, du fait de l'eutrophisation, on le verra par la suite. Et notamment dans le Léman, ce n'est pas l'eutrophisation qui a causé l'extinction de ces deux espèces, c'est la surpêche. Et donc là, vous voyez en fait les deux espèces qui étaient originellement présentes dans le Léman, la ferra et la gravanche, dont son nom latin c'est Coregonus malis. Et on estime que ce serait la palée du lac de Neuchâtel qui se serait installée dans les années 1950. Je vous présente ici aussi la perche, quelques éléments de biologie. Donc, la perche a une large aire de répartition. Elle tolère des températures qui sont plus élevées que le corégone, mais on sait que 31 degrés est la limite létale pour la perche. Et aussi, la température hivernale doit être inférieure à 10 degrés. C'est pour ça qu'on la trouve pas plus au sud que au sud de la France. Euh, et ou alors dans des régions un peu montagneuses. Et la perche, elle pond sous forme de ruban, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, et les mâles fécondent aussitôt. Donc le régime alimentaire, il est composé de zooplancton, d'invertébrés benthiques et de poissons. Et ce qu'on peut noter, c'est que le cannibalisme, il est très marqué chez la perche et ce cannibalisme va jouer un rôle important dans la dynamique des populations. Et enfin, une espèce exotique, le silure, qui a été introduite dans le Léman. Donc, par rapport à son origine, c'est un peu flou pour le moment, puisque le silure est autochtone, enfin voilà, du bassin du Rhin. Mais les silures français ont été introduits à partir d'individus d'Europe de l'Est. Donc, il est possible qu'on ait un mix en fait dans le Léman. C'est une espèce qui est rustique, qui est thermophile, donc qui apprécie les températures plus élevées. Euh, un, un point intéressant, c'est que le mâle garde la ponte pendant 4-5 jours et c'est un carnivore qui est opportuniste. Il se nourrit de beaucoup de choses, poissons, crustacés, pois terrestres, ce qui lui confère en fait des caractéristiques pour envahir les milieux et pour devenir une espèce invasive. Et il est actif surtout au crépuscule et la nuit. Merci Chloé. Alors, on aurait pu faire un webinaire entier à présenter, à parler de tous les poissons du Léman. Ce n'est pas le choix qui a été pris ce soir parce qu'on veut répondre à cette question de savoir est-ce qu'ils sont en danger et donc de se poser la question des menaces qui pèsent sur les poissons. Du coup, donc on parle de menaces. Chloé, lesquelles sont-ils ces menaces qui pèsent sur les poissons du Léman? Oui, donc comme on l'a vu précédemment, ces poissons jouent un rôle important dans le réseau trophique, mais fournissent de nombreux services pour le tourisme, pour la culture. Ce sont des espèces patrimoniales, ils ont un intérêt pour la biodiversité.
Ils soutiennent une pêche professionnelle importante, hein. Il y a plus de 120 pêcheurs professionnels sur le Léman et une pêche amateur également, avec plus de 6000 pêcheurs amateurs. Mais voilà, il y a des menaces qui s'exercent sur les poissons, notamment avec des pressions qui sont locales, comme l'artificialisation des berges, les espèces invasives, on pourra en reparler, de la moule quagga. Il y a notamment l'eutrophisation, hein, on le voit ici avec des poissons qui manifestent phosphate égale danger, on le verra par la suite, d'autres formes de pollution, et puis le repeuplement qui peut avoir des effets négatifs sur la diversité et qui est responsable aussi de l'extinction d'espèces du fait d'hybridation. Et puis des pressions globales, bien sûr, avec le changement climatique qui impacte fortement notamment les salmonidés qui sont presque en limite sud de leur aire de répartition dans le Léman. Donc voilà, je les récapitule ici. Donc la pêche aussi, hein, qui est une pression, hein, ça fournit des services, mais voilà, ça impacte aussi les populations. Les différentes formes de pollution avec les micropolluants, les microplastiques, les pollutions sonores, hein, comme ce qui a été dit dans le sondage. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui étudient l'impact de ce facteur. Ça génère un stress chez les poissons, chez certaines espèces en tout cas. La perte d'habitat avec l'artificialisation des berges, l'extraction de gravats, l'alvinage, voilà, le changement climatique. Les espèces migratrices, c'est vrai on n'en a pas parlé précédemment avec la présence de barrages qui peut euh, former des obstacles à leur migration. Les crues, les tempêtes, en modifiant la répartition des œufs, par exemple en les déplaçant dans des substrats qui sont défavorables, les espèces invasives. Et donc voilà, ces facteurs se retrouvent en fait finalement dans les facteurs qui impactent le lac de manière générale et la biodiversité, le fonctionnement du lac. Donc comme on peut le voir sur la enfin, sur la droite de la diapositive. Et si vous voulez en savoir plus sur la migration des poissons, on a fait un webinaire sur le sujet que je vous encourage à aller voir et revoir si vous ne l'avez pas encore vu. Merci, Chloé. Donc, qui dit menace dit impact. Les impacts donc, sur la faune piscicole, on va passer en revue ces différentes menaces et les impacts que ça a. Chloé, je te laisse la parole. Merci. Alors, pour illustrer ces impacts, on a choisi de vous présenter un jeu qu'on a créé au sein du laboratoire qui s'appelle le jeu du Corrigan et qui, est un jeu qui repose sur le principe du jeu de loi et qui permet en fait de montrer les impacts tout au long du cycle de vie, suivant les différentes étapes, voilà, enfin, le stade œuf, le stade larvaire, etc., etc. Vas-y, je te laisse Ça passer. arrive, ouais. Donc, on en a parlé de l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est un phénomène qui a été observé du fait de l'augmentation des teneurs en nutriments. Cela induit une prolifération d'algues et vous avez un lac qui subit encore des phénomènes d'eutrophisation, le lac Erie, comme on peut le voir sur l'image en bas à gauche. Euh, c'est, c'est un phénomène qui a impacté le Léman, notamment dans les années 80, avec notamment des baignades qui étaient interdites, puisque ce qui dit prolifération d'algues peut dire aussi prolifération d'algues toxiques. Et puis, du fait d'alertes données par les associations, les pêcheurs, différentes mesures ont été prises. Et vous trouverez sur la partie droite de la diapositive le phosphore, l'évolution du phosphore dans le Léman, qui est indicateur et qui génère aussi cette eutrophisation. Et on voit que ces teneurs en phosphore ont diminué du fait de différentes mesures qui ont été prises en Suisse et en France. Et donc, ces teneurs en phosphore ont impacté
tu peux passer la diapositive suivante si tu veux, ont impacté notamment les salmonidés parce qu'il y a eu une prolifération d'algues et cela du fait de la dégradation ensuite de la matière organique. Il y a eu un déficit en oxygène et notamment qui était observé à l'interface aux sédiments où se déposent les œufs. Et il y a eu deux espèces qui ont été majoritairement impactées par cette eutrophisation, le corégone et l'ongle chevalier. Donc ici, on va parler du corégone. J'ai représenté ici les statistiques de pêche des captures professionnelles en vert et puis la courbe de phosphore. Et on voit que les captures ont diminué pendant cette période. Et puis, une étude qui a été réalisée sur plusieurs lacs en analysant les statistiques concernant cette espèce, statistiques de pêche concernant cette espèce, montre qu'il y a vraiment des teneurs en phosphore qui sont optimales pour cette espèce, qui sont de l'ordre de 20-30 microgrammes par litre. Et donc, on est plutôt dans un état oligo-mésotrophe. Lorsqu'on est eutrophe, voilà, donc il y a un impact sur le développement embryonnaire. Et lorsque les teneurs en phosphore sont aussi trop faibles, il va y avoir un impact sur les populations. Donc, comme dit précédemment, le Léman se réchauffe et vous avez ici l'évolution de la température du lac en couche de surface, 0,10 mètres. Donc, en 2023, la température moyenne était de 13,6 degrés, soit 1,3 au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. Donc, c'est la deuxième année la plus chaude jamais observée sur le lac. Et donc, ça a des impacts sur les populations de poissons, comme on va le voir par la suite. Et notamment encore nos salmonidés, et notamment le corégone. On a, donc, de par nos approches expérimentales, on a mis en évidence en exposant donc des œufs de corégone de différentes populations à 7 et 9 degrés qu'il y avait une forte baisse du pourcentage de survie à l'éclosion. Bon, avec des différences suivant les populations. Mais le pourcentage de survie est proche de 50% lorsqu'on l'expose à 9 degrés. Et donc, il peut y avoir également des malformations avec, là, comme on peut le voir, au niveau de l'œuf, une pigmentation anormale d'un œil, une déformation de la colonne vertébrale. Donc, ça va avoir des impacts sur la mortalité par la suite. Donc voilà, on a parlé de la température. La température au niveau du stade larvaire, donc ça va avoir un impact sur la survie des larves. Tu peux aussi passer, ouais, voilà, nickel, comme ça au moins, ça illustre. Donc il peut y avoir une bonne concordance entre la date d'émergence des larves et l'arrivée du zooplancton, ce qui s'appelle le match, et et une mauvaise concordance, donc ce qui s'appelle le mismatch, et ce qui peut entraîner de la mortalité puisque la nourriture n'est pas arrivée dans le milieu. Et c'est ce qu'a constaté une collègue dans cette publication, où elle a montré qu'il y avait ce phénomène de mismatch dans les années 70-80, donc c'était pas favorable au corégone. Mais du fait de l'augmentation des températures, là, on a eu un effet en fait bénéfique du changement climatique sur cette période, années 90 à 2012, où il y avait une bonne concordance entre l'arrivée du zooplancton et des larves. Et ce qui fait qu'il y a eu une augmentation de la vitesse de croissance. Les larves sont ensuite moins sensibles à la prédation, il y a un recrutement qui est plus efficace et on augmente l'abondance de la population. Vas-y. Donc, il peut y avoir aussi des impacts de la pêche, bien sûr. Mais je tiens à souligner que les pêcheurs sont aussi des lanceurs d'alerte. Donc, ce sont les sentinelles du lac. Et ça a été le cas lors de la période d'eutrophisation, où ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais c'est aussi beaucoup le cas aujourd'hui avec le changement climatique et les baisses récentes qu'on observe. Mais la pêche impacte également la ressource. Et puis, la température va avoir un impact sur la reproduction.
et avec notamment des décalages qui peuvent être observés dans les périodes de reproduction. Donc, vous avez ici des décalages qui ont été observés chez deux espèces, la perche et le gardon. Donc, pour la perche, on a vu un décalage de près de 10 jours dans les dates de début de reproduction sur la période 90-2020. Et pour le gardon, un décalage de 15 jours avait été observé au début des années, entre la période début des années 80 et 2000, en lien avec la hausse des températures. Donc, il va y avoir des impacts tout au long du cycle de vie qui vont agir de manière différente, hein. On l'a vu, température, eutrophisation avec le phosphore au niveau du stade œuf, température, ressources alimentaires qui vont jouer au niveau du stade larvaire. Et puis, bien sûr, d'autres facteurs qu'on n'a pas abordés précédemment, l'artificialisation des berges qui va jouer sur la reproduction. Et puis, les micropolluants qui impactent vraiment tous les stades de vie des poissons. Et puis, les captures des pêcheurs, bien sûr. Donc là, j'ai choisi de vous représenter ceci sous forme d'une approche historique pour les deux espèces qui sont majoritairement pêchées dans le lac, donc le corégone et la perche. Donc, on commence en période d'eutrophisation. La perche a en fait bénéficié de cette période d'eutrophisation parce qu'il y avait de la nourriture en abondance. Donc, qui dit phosphore dit prolifération d'algues, qui dit zooplancton, et elle n'était pas impactée au niveau de la reproduction. Mais il y a eu une période de baisse de capture, comme vous pouvez le voir en 1981. Ça s'explique par des printemps froids et venteux, et ça a été observé sur plusieurs lacs. Le corégone, quant à lui, n'a pas été favorisé par cette observation, cette eutrophisation. Au contraire, il a été impacté au niveau de la reproduction puisque les frayères étaient de mauvaise qualité du fait d'un déficit en oxygène. Puis il y a la période mésoeutrophe. Donc là, on voit qu'il y a des fortes fluctuations de capture de perche, mais lorsqu'on fait la moyenne, on voit qu'on est plutôt stable. Par rapport à la période d'eutrophisation, on est plus bas parce que il y a eu différents facteurs. Tu peux passer comme ça, je les explique au fur et à mesure. Il y a la présence d'un parasite qui est plus présent dans les lacs oligotrophes, voilà, et qui s'appelle Trianophorus nodulosus, qui a pour la perche a pour hôte et l'hôte intermédiaire de ce parasite et qui crée des kystes dans le foie. Donc voilà, ça a un impact sur la perche. Et puis, on a observé également une baisse de la croissance. Et qui dit baisse de la croissance dit vulnérabilité par rapport aux prédateurs, du fait qu'il y a une ressource alimentaire qui est moins abondante. Et une hausse du cannibalisme, puisque la ressource alimentaire se raréfie. Et le corégone, quant à lui, a bénéficié d'une amélioration de la qualité des frayères, du fait d'une amélioration de la qualité des eaux. La hausse des températures, comme dit précédemment, lui a bénéficié, en tout cas sur cette période, par un effet direct sur la croissance des larves, et puis un match avec le zooplancton sur cette période, en tout cas. Et puis, il y a le package lacus, qui est l'alvinage, qui a aussi contribué à l'amélioration, enfin, à la restauration de la population sur cette période. Et puis, sur cette période, on est dans un lac mésotrophe. Il y a eu une très forte hausse d'abondance du corégone et puis une forte chute. Et actuellement, il y a une diminution, mais de moindre ampleur sur la période 2019-2023. Comment on explique ces fortes variations? Donc, il y a une très forte génération qui est la génération de 2006 et il y avait vraiment toutes les conditions qui étaient réunies pour une forte abondance. C'est-à-dire qu'il y avait des températures qui étaient faibles en hiver, il y avait du zooplancton en abondance au printemps. Et donc, on peut la suivre dans la structure en âge, donc là, qui est obtenue à partir des écailles. Et cette génération a créé des descendants qui se sont maintenus dans la pêche.
Et puis, du fait de l'épuisement de cette génération, il y a eu finalement cette baisse des captures et puis des générations moins abondantes par la suite. Tu peux passer. Oui. Et puis, comment on explique la baisse actuelle et aussi en partie la forte baisse? Pourquoi il y a eu de moins bonnes générations? Euh, il y a certainement un impact de la température. Notamment, on a vu une relation, donc pas sur le Léman, mais sur le lac de Neuchâtel, avec la température de surface en hiver lors de la période de reproduction. Mais actuellement, dans la pêche, lors des pêches de géniteurs, on voit des ovocytes avec des aspects un peu atrophiés, aspects étoilés, sanguinolents, et qui pourraient être le témoin en fait d'un impact de la température. On a par contre mis en évidence un lien avec la ressource alimentaire et on avait de plus fortes abondances lorsque le zooplancton était plus important dans le Léman. Et actuellement, on a une baisse. Donc, ça pourrait peut-être expliquer la baisse des captures en période récente. Et dans le cadre d'un travail de thèse, on a étudié également l'impact de la pêche. Et vous avez ici un graphique qui représente la biomasse divisée par la biomasse en absence de pêche. Plus le ratio est faible, plus vous avez un impact de la pêche. Et donc là, vous avez sur euh, le graphique du haut présente le Léman et le graphique du bas, le lac du Bourget. Et on voit que l'impact de la pêche a augmenté les dernières années. Merci Chloé. Donc on voit que les poissons sont en danger, on a des menaces qui pèsent, des impacts qui sont constatés. Mais du coup, est-ce que l'avenir de cette faune piscicole est possible? Donc un avenir est meilleur, Chloé. On peut l'envisager. Donc, comme on l'a vu précédemment, les poissons sont sensibles, ils intègrent vraiment les conditions environnementales, ils renferment un grand nombre d'informations. On a vu que certains poissons étaient menacés par le changement climatique, hein, notamment les salmonidés, corégones, thon bleu chevalier et truites aussi également. Et la restauration du Léman, de par voilà, le fait que le phénomène d'eutrophisation, enfin, que le lac soit restauré du point de vue de ce paramètre-là, a fait ses preuves sur les espèces de poissons. Donc ça, c'est vraiment une note positive. Mais actuellement, les poissons sont impactés par de multiples menaces. Et ce n'est plus une cause, mais de multiples causes qui sont responsables des baisses actuelles. Tu peux passer si tu veux. Tu- Ouais. Ah, voilà. Donc voilà, comme solution, bah déjà il faut éviter l'installation des espèces invasives hein, parce que parfois c'est déjà, enfin voilà, une fois qu'une espèce est installée, c'est très difficile de la gérer. À part si voilà, on a des signaux précoces d'installation. Il est important de restaurer les habitats de reproduction pour qui peuvent avoir un impact et ce sont des leviers sur lesquels on peut agir. Il est important d'avoir une gestion de la pêche qui est adaptée et surtout réactive actuellement, puisque les changements sont brutaux et il faut être très réactif, avoir des signaux précoces de dégradation de l'état de la population. Et donc, voilà. Est-ce que les espèces vont réussir à s'adapter? Moi, je pense qu'il faut qu'on s'adapte aussi au changement climatique, par exemple en diversifiant les pêches. Et vu que les changements sont vraiment multiples, il est nécessaire de travailler ensemble pour mieux connaître et gérer, à la fois avec les pêcheurs, les administrations, les gestionnaires de l'eau et les associations. Magnifique. Donc on finit sur une note positive. Effectivement, donc des solutions existent. Il faut maintenant les mettre en place. Et c'est vrai que si on pense à la pêche, euh,
Malheureusement, trop de gens pensent qu'il n'y a que des perches et du brochet, éventuellement des truites dans le lac. Et on oublie qu'il y a encore plein d'autres espèces qui sont également bonnes à déguster. Donc on peut limiter peut-être la pression sur certaines espèces en favorisant d'autres espèces. Et puis bah, là, on a tous ce petit rôle en tant que consommateur de pouvoir aussi aller voir notre pêcheur et lui dire qu'on aimerait bien manger de la brème ou bien manger de la carpe. Et c'est des poissons qui sont peut-être plus particuliers. Mais le silure, par exemple, est également un très bon poisson, peut-être avec un petit goût de vase, mais qui peut s'apprécier. En tout cas, un grand merci, Chloé, pour tous ces éléments. Donc, à la réponse, est-ce que les poissons sont en danger? Oui. Des menaces pèsent sur elles, les impacts sont connus, mais des solutions existent. Donc, on va garder espoir. On va passer maintenant au temps de questions-réponses. Faut-il accepter que notre lac n'est plus un lac alpin et que la truite ne fera peut-être plus partie du paysage? Question de Lydia. Mm. Alors oui, enfin je dirais qu'il y a différentes manières de voir les choses, soit parce il y a un moyen aussi de gérer la pêche actuellement, c'est aussi l'alvinage. Donc il y a aussi la possibilité en fait voilà de réintroduire, mais de manière artificielle, c'est-à-dire que son cycle de reproduction ne se fera plus dans le milieu naturel. Et du coup, ça veut dire que la truite pourrait faire encore partie du paysage, en tout cas jusqu'à un certain temps. Mais voilà, je pense que voilà, il y a différents moyens de voir les choses. En tout cas, si on laisse faire, il y a certaines espèces qui vont qui sont plus adaptées par rapport à la hausse des températures, qui vont prendre le dessus. Et la communauté piscicole va vraiment être modifiée. Donc, il y aura certainement toujours du poisson, mais ce sera pas les mêmes espèces. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment deux manières de voir les choses. On résiste, soit on s'adapte. Et pour en savoir plus sur la question des réempoisonnements, vous pouvez aller télécharger notre trimestriel sur le sujet en allant directement sur le site de l'ASL. Sur la problématique des plastiques, bon, bah, bien évidemment que ça a une incidence, les déchets de manière générale, sur, sur la faune piscicole. Et comme vous pouvez le voir à l'image, hein, on a une conférence le 18 mars à ce sujet. Mais donc la problématique des déchets de manière générale et leur impact sur la faune piscicole, Chloé. Excuse-moi, je lisais les questions du coup. Pas de souci. Alors, est-ce qu'on va poser la question autrement? Est-ce que l'impact des déchets, plus spécifiquement Oui, peut-être des plastiques, est-ce que c'est quelque chose qui est étudié, qui est connu au niveau du Léman? alors, bah, en tout cas, enfin, au sein de l'ASL, là, vous avez recensé la quantité de plastique qui était présent enfin, voilà, dans l'élément de par vos différents projets. Il y a eu des analyses dans les contenus Somaco qui ont été réalisées et il y a pas énormément de microplastiques qui ont été détectés dans ces contenus Somaco. Par contre, il y a aussi des dérivés voilà, de ces plastiques. J'ai une collègue qui travaille sur l'impact d'un composé qui est libéré lors de dans les poussières de pneus et elle étudie cette toxicité et elle voit des fortes mortalités chez l'ongle chevalier. Donc voilà, il y a aussi des impacts aussi de par les molécules qui sont présentes dans ces microplastiques. Donc je dirais qu'il y a des impacts, mais ils sont pas trop connus en tout cas à ce jour. Et justement, l'expérimentation peut nous apporter des éléments dans ce cadre-là. Merci. Dans certaines piscicultures, on augmente la température pour stériliser les truites arc-en-ciel notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui a été aussi constaté sur les œufs de Corégone? Pour stériliser les adultes, c'est ça la question? Est-ce que Dans vous avez certaines observé cet effet piscicultures, ouais. sur les œufs de Corrigan? Ouais, est-ce que l'augmentation de la température, euh, Je sais pas parce qu'en fait ça a déjà un impact sur le développement embryonnaire et ça crée des mortalités en fait.
Donc, ouais, je crois pas. Un autre sujet qui revient fréquemment quand il s'agit de parler de pêcheurs et en même temps de poissons, c'est toujours cette grande question des cormorans. On n'en a pas parlé ce soir. Si tu veux peut-être en dire quelques mots de l'impact des cormorans, ces oiseaux qui ont le droit Oui, aussi oui, d'être oui. ici. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très, très souvent enfin, on va dire, lors des commissions de la pêche, hein, de manière générale. Malheureusement, donc il y a eu un programme de thèse qui a étudié vraiment, qui a permis d'étudier enfin, une grande majorité de facteurs sur différentes populations de corégones des lacs alpins. Malheureusement, on n'avait pas de données assez fiables concernant des comptages de cormorans sur les lacs qu'on a étudiés. Mais en tout cas, on en parle beaucoup sur le lac de Neuchâtel. Ce qu'on a constaté, c'est que autant sur certains lacs, il y avait un impact voilà, de la pêche qui était marqué, et sur le lac de Neuchâtel, on a vu une forte mortalité naturelle qu'on pourrait peut-être attribuer aux cormorans parce qu'on sait qu'ils sont vraiment nombreux sur ce lac. Et il y a eu une forte hausse des populations. Alors que c'est sûr, ça va avoir un impact si les populations elles augmentent fortement, comme la pêche va avoir un impact, hein. Je dirais malheureusement à ce jour, enfin, les impacts actuels ne sont pas connus. Il y a eu une étude qui a été réalisée, il me semble, dans les années 2000, euh, voire 1990, pardon, 1980, dans les années 1990. Et le lac était encore alors, en cours de réoligotrophisation, la qualité de l'eau s'améliorait. Et les cormorans ciblaient les espèces dominantes dans le lac. Et il y avait beaucoup de gardons qui étaient présents en tout cas dans les pelotes de réjection de ces espèces. Donc voilà, il semblerait qu'ils se nourrissent quand même des espèces les plus dominantes. Donc, je suppose que, et puis vu les photos et vidéos que les pêcheurs nous envoient, que, il y a un impact sur la perche et il y a une augmentation de la population, mais ça nécessiterait d'être étudié plus finement. Est-ce que tu as une idée comment dire, de la part de prélèvement annuel des poissons par les cormorans? Ce que ça Alors, représente? déjà, en fait, il faut vraiment estimer l'abondance des populations de cormorans. En fait, c'est vraiment ça qui nous manque parce qu'on sait que c'est entre 300 et 600 grammes de poissons par jour que des cormorans peuvent manger. Mais voilà, il faudrait ramener ça au comptage et c'est en discussion, en tout cas au sein du groupe de travail pour la réglementation de la pêche, de faire des comptages au niveau voilà, internationaux, au niveau du Léman, de manière concertée, puisqu'on a des comptages en période hivernale, mais il semblerait que c'est pas la période. Enfin, il y a aussi une forte hausse des populations au printemps, donc ça serait à complémenter en fait. D'accord. Euh, il y a la question aussi de la gestion transfrontalière de la ressource piscicole. Comment c'est géré le fait qu'on ait ces deux pays aujourd'hui autour du lac? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que les deux pays arrivent à communiquer? Alors justement, je dirais qu'on a la chance d'avoir voilà, des instances transfrontalières, on va dire. Pour la pêche, il y a un groupe de travail qui s'appelle le plan d'aménagement piscicole, qui est franco-suisse, où vous avez des représentants des services pêche, chasse des différents cantons suisses, l'Office fédéral de l'environnement, les équivalents, on va dire, côté français pour les services de l'État. Et puis, vous avez des représentants des pêcheurs professionnels, amateurs, qui sont présents dans ces instances, et moi, j'en fais partie également, à titre d'experte. Et donc, vraiment, tout le monde est autour de la table. Alors, des fois, il faut prendre des décisions assez compliquées parce que parfois de restriction de la pêche. Mais il y a des échanges qui sont faits avec les pêcheurs. Souvent, ils sont aussi, eux, force de proposition.
Donc, on essaye de trouver en tout cas, des solutions qui peuvent convenir au plus grand nombre. Et il y a un objectif qui est commun, c'est la gestion durable de la ressource. Et puis, donc, ce groupe de travail propose une réglementation et ensuite, il y a la Commission internationale pour la pêche là qui décide de ces changements où vous avez voilà des élus fédéraux cantonaux qui sont présents et puis le sous-préfet ou préfet côté français. Donc je dirais quand même il y a vraiment une gestion concertée, tout le monde est autour de la table et c'est pas le cas pour tous les milieux donc c'est en tout cas c'est apprécié des pêcheurs d'après les retours qu'on a. Super. Euh, une autre question sur les projets participatifs qui peuvent exister pour restaurer et maintenir les habitats, notamment sur la production des truites, par exemple, ou des ombles chevaliers. Est-ce qu'il existe des projets sur lesquels peuvent, euh, peuvent venir se greffer des bénévoles, des amoureux du Léman qui souhaiteraient y participer? Alors, il y a une association, il faudrait que je retrouve le nom, je vous le mettrai dans le chat après, qui a été créée par un pêcheur professionnel qui vise à restaurer les habitats de reproduction du Corrigan en déversant des galets. J'ai pas connaissance de ce type d'action pour l'omble chevalier ou pour la truite. En tout cas, il y a un projet qui est en cours sur l'ongle chevalier, déjà voir en fait voilà l'état des omblières et puis voir voilà lorsqu'il y a de la restauration si ça fonctionne vraiment. Euh, voilà, pas d'action de sciences participatives à ma connaissance à part ce volet-là sur les galets. Je vais essayer de vous retrouver le nom de l'association. C'est gentil. Euh, Au niveau de la pêche, alors, dont on a déjà un peu parlé, mais cette régulation qui est quelque part nécessaire, est-ce est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui? Est-ce que les mesures sont réellement prises pour pouvoir régler cette problématique ou est-ce que les autorités n'ont pas vraiment pris toute la mesure des conséquences que ça a? Non, je pense que, en tout cas, les scientifiques, ils sont vraiment écoutés enfin voilà, dans cette instance dont j'ai parlé, et ils prennent en compte la majorité des recommandations, hein. Bien sûr, il n'y a pas que la science, il y a aussi des facteurs socio-économiques derrière. Mais notamment lorsqu'on avait il y avait quelques signaux qui nous alertaient en 2020. Il y a eu un changement de réglementation déjà en 2022. Alors, il y a différentes méthodes pour gérer la population. On a parlé de l'alvinage, mais il y a aussi voilà, le nombre d'engins, donc de filets mis au lac. Il n'y a pas encore de quota sur le lac. C'est un autre moyen pour réguler la pêche. C'est aussi en discussion. C'est compliqué à mettre en place puisque les facteurs environnementaux impactent fortement les populations en lac. Mais en tout cas, je dirais qu'ils prennent en considération les recommandations, généralement les recommandations qu'on fait, et ils essayent de voilà de s'améliorer sans cesse, quoi. Là justement, il y a des discussions sur les quotas, quels sont les pour et les contre, enfin, dans quelle mesure ça pourrait améliorer la gestion de la pêche. Donc voilà. Magnifique. Pop, 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 pop. Ça, on a deux. Ah, les perches du lac sont-elles destinées au restaurant? Quel pourcentage dans les magasins? Il n'y en a pas beaucoup. La plupart Pardon, je dis quelle la est la plupart question? des perches qui sont prélevées dans le lac vont directement dans les Oui, restaurants. oui. Mm. L'information auprès des amateurs, parce voilà, on fustige peut-être beaucoup les professionnels, euh, mais la communication, alors je sais qu'il y a de plus en plus de formations, il faut passer des permis, etc. Est-ce que l'information est suffisante aussi sur
la, la, la sensibilité de l'environnement aujourd'hui Je vis-à-vis pense qu'il y a des choses à améliorer. Je pense qu'on fait, enfin, il y a quand même pas mal d'actions, hein, dont ce webinaire. Je pense que ça y contribue. Euh, Moi-même, je me rends souvent dans les assemblées générales de pêcheurs. Il y a aussi, bah, voilà, l'application smartphone pour la pêche amateur qu'on a mis en place. On pourrait encore faire plus pour ce volet sensibilisation. Je pense qu'il y a aussi des liens à trouver avec les associations enfin, de sensibilisation à l'environnement. Ça fait partie de notre métier, mais on n'a pas un temps dédié énorme en fait sur ce volet-là. Donc je pense voilà, il y a des liens avec les associations à trouver. On peut toujours s'améliorer, mais on fait déjà pas mal de choses, je trouve. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. On finit en plus sur une note positive, donc tant mieux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On prend toujours le temps de répondre à vos questions. Merci encore infiniment, Chloé. Ça a été très enrichissant pour moi de préparer ce webinaire avec toi, mais également tout au long de la soirée avec vos questions enrichissantes. Et je me réjouis de vous retrouver donc le 10 mars pour notre prochain webinaire. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et à tout bientôt.